Bonjour à toutes et tous, courage, c'est la dernière du matin. Donc, je vais essayer d'être à la fois la plus synthétique possible et en même temps de couvrir l'enquête que j'ai effectivement menée dans le cadre de l'Observatoire dont on vient de vous présenter. Alors, je crois que je vais faire pas mal d'écho à ce qui a été dit ce matin, en tout cas à la présentation de Michel Ohaillon, et on verra comment ça peut se répondre. Alors, peut-être rapidement, pourquoi, et je pense que là, ça va être très rapide parce que vous êtes nombreux à savoir pourquoi il s'agit d'en parler aujourd'hui du chemsex et à quel point ça a été quelque chose qui a pu susciter des débats et des représentations très clivées, aussi bien au sein des populations impactées par la question du chemsex que du côté des productions scientifiques ou des discours publics. Alors, rapidement, voilà, simplement en prenant quelques captures d'écran de ce qui peut circuler sur Internet et puis de ce qu'on peut voir dans des colloques, on voit qu'il y a aujourd'hui un certain langage qui est utilisé pour parler du chemsex qui s'apparente à un discours qu'on a pu voir émerger avec le VIH-Sida, à savoir la question de tous ensemble confrontés, concernés par la question du chemsex. Le fait d'être systématiquement dans une vision assez alarmiste de la pratique du chemsex comme forcément une pratique qui serait voilà, un enfer. On reprend la version de l'ange déchu qui était discutée plus tôt. Mortel, chemsex mortel dans la garçonnière d'un politicien. Je ne sais pas si vous avez suivi à Bruxelles, en tout cas ça nous a un petit peu égayé la période du confinement au début du lockdown, quand on a eu ce député européen qui s'est retrouvé au tout début du lockdown attrapé parce qu'il sortait d'une soirée chemsex à Bruxelles. Évidemment, du coup, ça a fait la une. Bon, au moins, ça nous permettait de penser à autre chose que le Covid. Alors, voilà, ici, chez vous, en France, la question de Philippe Battel qui parle du déni communautaire autour de ces dangers du chemsex, ou encore voilà, des sombres et choquantes réalités du chemsex révélées suite à un sondage. Jean-Luc Romero qui s'est exprimé à ce propos suite à ce qui s'était passé avec un partenaire sexuel qu'il avait eu. Et ici, juste avant le Covid, justement, le New York Times qui titrait un très très long article sur... Alors, on voit pas la suite, ça, on félicitera mes talents de projection, mais donc c'était... ils immobilisaient la question d'une nouvelle épidémie de la même manière que le VIH-Sida. Alors, un cadre qui a déjà en partie été énoncé ce matin, que je reprends juste pour synthétiser un petit peu d'où je parle et comment j'ai mené cette enquête. Alors effectivement, le chemsex est apparu comme problème de santé publique, ou en tout cas comme nomination. D'abord, effectivement, dans des lieux, dans des sous-communautés anglophones, et puis avec David Stewart, et puis est apparu comme question épidémique ou comme enjeu de santé publique à partir du moment où on a mis en exergue quatre points qui sont à la fois l'apparition de pratiques d'injection dans des réseaux où elles étaient rares, puisque on le verra d'ailleurs, c'est ce que l'enquête révèle aussi. On a beaucoup d'usagers ou de praticiens du chemsex qui n'ont pas de profil ou d'histoire de consommation en tant que tel. Ils n'ont pas un profil de dit toxicomane qui précède l'usage de consommation, et dans le même temps, ils se mettent assez rapidement à avoir des consommations et des pratiques importantes, en ce compris des pratiques d'injection qui étaient peu utilisées. La circulation de nouveaux produits de synthèse qui ont effectivement à la fois facilité leur accès, un accès qui est en ligne, on peut acheter facilement en ligne, pas cher, et qui circule aisément, et avec des pratiques sexuelles qui peuvent être du coup facilitées, intensifiées, et on y reviendra sur le type de pratiques qui sont mobilisées. Une réorganisation des rencontres sexuelles, ça s'était aussi discuté ce matin. Effectivement, l'usage des applications géolocalisées participe en partie à reconfigurer les pratiques sexuelles et la façon dont le chemsex va être à l'intérieur de ces applications un mobile pour entrer ou non en lien pour une relation sexuelle avec un partenaire.
Et enfin, effectivement, le fait que ces produits associés à des problèmes de santé mentale préalables et ou concomitants à la pratique émergent et semblent faire, à certains moments, poser problème. Alors en Belgique, c'est à partir donc de ça et d'un contexte particulier qui est, alors là, je m'appuierai sur 5 axes qui ont déjà été discutés par d'autres collègues, mais donc on en a parlé aujourd'hui beaucoup. Donc je le cite plus que je ne le déplie. Mais donc effectivement, une histoire des homosexualités, de leur stigmatisation, ça a été largement réexposé là maintenant, et de leur pénalisation, en ce compris la pénalisation des consommations, puisqu'ici le chemsex est à la croisée à la fois d'une histoire des pénalisations des pratiques sexuelles, mais en ce compris de la consommation de produits. Une économie en tant que telle des corps, de la morale, c'est-à-dire la façon dont ces pratiques sexuelles révèlent aussi une forme d'économie de soi et de l'autre et du type d'échanges qui peuvent avoir lieu à l'intérieur de ces pratiques sexuelles. Une sociologie des rapports où s'intriquent des rapports de classe, de race, d'âge et de masculinité, et on y reviendra dans les résultats de l'enquête, puisque c'est un des points que j'aurais envie de proposer à la discussion avec vous. Bon, vous êtes aujourd'hui présent à ce colloque avec quand même en filigrane, et ça a été l'objet des questions juste ici avant, une biomédicalisation des corps. Être aujourd'hui un homme gay est quelque chose qui est de façon systématique impliqué par la question de la manière dont la biomédicalisation impacte les pratiques sexuelles et la gestion de soi. Et enfin, effectivement, une psychologie et ou psychopathologie de ces sujets qui sont effectivement nombreux, et de nouveau, ça apparaîtra dans les résultats, à être avec des parcours et des trajectoires de vie qui sont généralement des trajectoires de vie avec des multiples traumatismes, et là, pas seulement au sens social ou sociologique du terme, mais aussi des trajectoires de vie dans lesquelles il y aurait eu souvent beaucoup de violence et beaucoup de traumas qui peuvent participer aussi à expliquer en quoi une pratique de chemsex peut ne plus se retrouver dans un cadre récréatif, mais glisser vers d'autres types de problématiques. Alors, oui, ça je vais faire rapidement parce que ça c'est la chercheuse qui essaye. Je me suis pas présentée parce que je voulais pas vous fatiguer, mais donc belge, du coup les frites chez nous, pas la paella, et psychologue de formation et professeure de psycho et co-directrice avec Charles Pézeril qui présentait cet après-midi ce centre de recherche. Mais donc là c'est la chercheuse qui essaye de préciser qu'est-ce qu'on inclut dans le terme de chemsex, puisque ça paraît être un vocable aujourd'hui qu'on peut facilement utiliser et qu'on en ait une idée comme ça assez grossière de c'est quoi le chemsex quand on n'est pas soi-même usager. Et on voit qu'à l'intérieur même des catégories de recherche ou de l'usage qui se fait dans les milieux militants et ou dans les communautés, eh bien, on voit que le chemsex est soit présenté uniquement sous sa forme, vraiment d'une forme presque de culture homosexuelle, dans laquelle viendrait s'exprimer le chemsex sous forme d'une pratique de la marge, une pratique de l'excès, une pratique sexuelle, et du coup quelque chose qui n'appartient qu'au gay au sens d'une histoire gay, d'une histoire qui s'explique par toute une trajectoire dont je viens de parler. Et à l'échelle plus épidémiologique, on va avoir des définitions qui vont se limiter à quel type de consommation, enfin quel type de drogues sont utilisées, et le fait que ce soit en multipartenariat. Or, on voit que dans les faits, il y a très fréquemment en fait des pratiques de chemsex qui sont soit uniquement à deux, qui n'utilisent pas spécifiquement que les nouvelles drogues de synthèse qui sont énoncées, et ce qui donc participe aussi à produire des recherches qui vont donner une vision très très partielle de ce que pourrait être ce phénomène de chemsex. Alors, pour les types de drogues utilisées, ou en tout cas celles qui sont les plus généralement référencées dans les articles scientifiques qui traitent du chemsex, on a effectivement
à la fois des drogues qui sont ce qu'on appelle des dépresseurs du système nerveux central, donc des drogues qui vont avoir plutôt des effets qui vont à la fois augmenter la libido, mais à la fois faire descendre le degré de réactivité générale, ce qui permet aussi, avec ce type de drogue, de faciliter certaines pratiques plus passives. Les drogues qui sont plutôt du côté des classes des amphétamines, donc les dérivés amphétaminiques tels que le crystal meth et la méphédrone, qui sont tous les deux à la fois des euphorisants, des excitants, mais qui ont aussi des effets plus ou moins directs sur les pratiques sexuelles en tant que telles, puisqu'ils ont des effets à la fois empathogènes et entactogènes. Donc à la fois, ils donnent envie d'être plus en lien à l'autre et de raisonner plus avec l'autre, ce qui est quand même pratique pour avoir un rapport sexuel plus ou moins satisfaisant, on y reviendra, et entactogènes qui augmentent la sensibilité aux stimulations. Alors, je vais surtout aller sur l'étude qualitative, parce que l'étude longitudinale, la partie quantitative va finalement donner un cadre global dans lequel cette pratique semble exister en Belgique, mais où finalement, quels que soient les lieux d'analyse que j'ai effectués, je retrouve systématiquement des chiffres qui oscillent entre 5 et 20% en fonction de la manière dont sont catégorisées les pratiques de chemsex, à savoir, donc, comme je vous le disais, le fait que ce soit multipartenarial ou pas, le type de drogue, et une question qui est très rarement posée dans les enquêtes quantitatives, la question de l'intentionnalité, c'est-à-dire que souvent on interroge sur le fait qu'on ait consommé et qu'on ait eu des pratiques sexuelles, ce qui n'est pas encore exactement la même chose que le fait de consommer à des fins sexuelles, et donc d'avoir une intention de consommer. Donc, j'ai effectué plusieurs bras d'analyse quantitative dans lesquels je vous dis, je ne reviendrai pas dessus sauf s'il y a des questions, mais qui permettaient effectivement de voir qu'il y avait jusqu'à 20% de la population en Belgique qui répond évidemment aux enquêtes, donc ça ne donne pas une vision globale de l'existence de cette pratique. Et la partie qualitative qui, elle, a été constituée d'entretiens semi-directifs que j'ai effectués en 2 temps. En tout cas, tous ceux qui ont accepté de me revoir, je les ai vus 2 fois. Bon, c'était supposé être entre 3 et 6 mois. Ça a été 6-18, en vrai, entre la pandémie et plein d'autres facteurs qui ont ralenti l'enquête. J'ai parfois revu les gens beaucoup plus tardivement, et donc j'en ai aussi perdu beaucoup dans le... Pas perdu... J'espère bien qu'ils ne sont pas perdus, mais moi, je les ai perdus, en tout cas, dans mon enquête. Et peut-être juste la façon dont ces hommes ont été recrutés, parce que ça participera aussi à quelle présentation, quel échantillon je peux vous proposer aujourd'hui à la réflexion. Ça a été principalement par 2 centres hospitaliers universitaires, un à Bruxelles et un en Wallonie, à Liège, et via les associations communautaires, mais qui ont finalement très peu, c'est pas via elles que j'ai eu le plus de participants, pour ne pas dire quasiment aucun. On pourrait en discuter après, mais donc c'était principalement par les hôpitaux qui avaient vraiment un intérêt à ce que je produise ces données et à ce que je vienne un peu leur expliquer. Leur objectif, c'était que faire de ce chemsex qui arrive pile au moment où on a la PrEP, comment on met ça, enfin comment est-ce qu'on va négocier ça dans les consultations. Et là, j'ai eu étonnamment, pour moi qui suis psy et qui ai l'habitude d'avoir du mal à avoir l'occasion de recruter dans les hôpitaux qui sont toujours très rétifs à des enquêtes qualitatives. Ici, au contraire, c'est limite, s'ils me les mettaient pas à l'appel, j'avais droit à un bureau de 35 mètres carrés pour faire mes consultations. Enfin bref, j'étais reçue comme une reine. Voilà. Alors, donc ça, c'est les données dont je vous parle pas. Juste pour montrer que je l'ai fait. Hop. Et voilà pour... Du coup, je sais pas à quelle heure j'ai commencé Moi, je reste ici jusqu'à 14 avec vous, alors à mon aise. Bon, ok. C'était à 13 qu'on devait arrêter, hein. On va essayer. Alors, pour la partie qualitative, donc, comme je vous le disais, j'ai rencontré 44 hommes, dont 19 ont été vus 2 fois. C'était dans les grossières données sociodémographiques, effectivement un public avec un très haut niveau d'éducation, avec une grande mobilité professionnelle nationale et internationale. Donc c'était typiquement des profils de cadres et de personnes qui travaillaient plutôt
dans le milieu des affaires et qui donc avaient l'occasion de beaucoup voyager pour leur travail, ce qui participait à la fréquence de leur session chemsex qu'ils pouvaient aussi, d'une part, exporter en dehors de leur ville et donc de leur vie aussi, c'est-à-dire la façon dont ils étaient ou non engagés dans un couple dans leur ville de résidence principale. Ils étaient pour les 3/4 d'entre eux en couple et avec à l'intérieur de ces profils des pratiques très différentes. Certains pratiquaient uniquement en couple, d'autres pratiquaient uniquement séparément avec généralement alors un seul des deux partenaires qui pratiquait, ou ils pratiquaient avec un seul des deux qui le faisait mais de façon cachée. Donc j'avais vraiment les 3 types de profils et systématiquement du coup des ajustements qui étaient mis en place à l'intérieur des relations pour voir comment est-ce que finalement on organisait et on mettait un certain cadre à ces pratiques à l'intérieur d'une relation, soit quand c'était en couple, soit quand c'était séparément. Alors c'était systématiquement des polyconsommations avec principalement GHB, GBL et les dérivés du crystal meth, mais j'avais pas vraiment de profil qui ressortait avec systématiquement le G Serasa ou le cristal Serasa. On voyait vraiment qu'il y avait des usages très différenciés en fonction des sujets et de ce qu'ils attendaient ou de ce qu'ils voyaient se produire chez eux comme effet. Alors, ça a été un petit peu discuté ce matin sur la question des pratiques du FIST. Alors je pense que c'est entre guillemets un hasard, enfin uniquement lié au fait que j'ai eu un participant qui a adoré participer à mon enquête et qui du coup m'a tiré littéralement toute sa niche de copains qui sont venus présenter, enfin pas présenter, qui sont venus témoigner. Mais donc j'avais à l'intérieur de mon groupe, bon je les appelais, mais je les appelais comme ça avec beaucoup d'affection et je l'ai dit à l'un d'entre eux, il aimait beaucoup, mes papy fisters, parce que c'était vraiment mon groupe de 65+, 60 plus, qui non seulement pratiquaient le FIST de façon exclusive, extrêmement ritualisée, ça je pourrais y revenir aussi, ce qui n'était pas le cas pour tous les autres hommes qui pratiquent en fait aussi le FIST à l'intérieur des soirées chemsex, mais pour lesquels ça devient une pratique au milieu du reste de la soirée et qu'ils n'identifient pas en tant que tel comme quelque chose de spécifique, là où mon groupe ou mon sous-groupe de praticiens du FIST avec quelque chose de très ritualisé dans la pratique, qui était très fort mis en scène et où du coup l'usage de chem était vraiment à des fins de pouvoir avoir ces pratiques les plus facilitées, les plus efficaces. Et quand je disais que c'était mes papy fisters, j'en parle 2 minutes maintenant parce que je vais pas pointer ça plus tard parce que sinon j'aurais trop de choses à dire, mais que ce sont aussi ceux qui ont le plus accepté de revenir me parler. Donc c'est ceux avec qui j'ai eu le plus l'occasion d'aller loin dans les entretiens et qui, dans les deuxièmes entretiens, nombreux d'entre eux ont mis en évidence à quel point ces pratiques très ritualisées dans un groupe qui finalement devenait un groupe plus ou moins fermé étaient aussi l'occasion pour eux de devenir des partenaires amicaux, de se retrouver en dehors des plans chem. Et même là, l'un d'entre eux m'avait annoncé que un des membres du groupe allait acheter une sorte d'énorme ferme qu'ils allaient se mettre à retaper tous ensemble, et en fait qu'ils avaient envisagé de pouvoir vivre ensemble, et que donc finalement le chemsex et en particulier cette pratique était aussi une occasion pour eux de ne pas vieillir seuls et de créer des nouvelles façons d'être ensemble et d'être ensemble vieillissant. Alors ça, je l'ai dit rapidement, hein, donc effectivement, la distinction presque systématique entre une trajectoire de consommation de drogue et l'histoire du chemsex, où il y a, en fait, je me trompe peut-être, mais je pense même pas que j'ai eu un sujet qui m'ait répondu, une sorte de... d'abord, j'ai commencé en soirée à la démence et je consommais de l'exta, et puis après, du coup, un soir, j'ai fini. En fait, c'était assez scindé dans le discours. Il y avait à la fois cette histoire des sociabilités et des soirées et de l'aspect conso-festive, et puis d'autre part, séparément et dans une autre temporalité, la question des pratiques de chemsex et donc de l'usage parfois de ces mêmes drogues, mais à l'intérieur
d'un contexte de consommation sexuelle. Alors, les IST sont peu ou pas problématisés. Bon, ça rejoint ce qui était dit ce matin. Effectivement, j'avais de façon systématique une sorte de... Donc, le VIH était à chaque fois quelque chose qui restait pour ceux qui étaient séropos, ce qui n'était pas la majorité des entretiens. Ça s'explique aussi, entre autres, par le fait que que je recrutais via des centres de dépistage, et donc ils étaient très nombreux à rentrer dans la cohorte sur base de la PrEP et pas sur base d'un suivi pour séropositivité. Mais parmi ceux qui sont séropos, effectivement, ça restait quelque chose qui avait vraiment été un point de bascule dans leur existence, et un rapport assez traumatique encore aujourd'hui à ça. Par contre, les IST, pour à peu près tous d'entre eux, il y avait un côté extrêmement léger par rapport à ça, ou même ils en rigolaient en me disant mais je vous sors le dictionnaire, alors donc le mois dernier c'était une gonorrhée, il y a 6 mois c'était l'hépatite, bon c'était chiant, pendant 2 semaines j'ai rien pu faire, mais donc ils s'en foutent complètement des IST, et ils sont juste très contents de pouvoir être suivis par leurs infectiologues, qui, en tout cas les 2 hôpitaux où j'ai été recrutée, étaient plutôt aussi avec un discours très léger par rapport à ça, du côté voilà, on a une petite IST ce mois-ci, envoyez juste un message à vos 4 partenaires ou vos 10 partenaires, et puis on n'en parle plus, ce qui permet aussi effectivement de diminuer le curseur de nos pratiques sexuelles comme forcément des pratiques qui sont des pratiques du danger, de l'interdit et de la mort. Alors, je vais essayer de me focaliser sur un peu 3 messages que j'ai envie de discuter avec vous. Vous verrez qu'après, je passerai plein de slides parce que j'avais prévu 10 fois trop, donc je vous en ferai l'évitement. Mais parmi, effectivement, les choses qui ont émergé très fort et qui étaient, si pas étonnantes, en tout cas assez paradoxales dans les discours, c'est qu'il y avait à la fois ce discours d'une surconsommation ou d'une consommation médicale extrêmement forte, donc avec une attente d'avoir les rendez-vous très fréquents. Et je pense entre autres alors là, c'est pas un des témoignants, mais c'est un de mes patients qui est par ailleurs chemsexeur et qui maintenant a une injection pour sa séropositivité. Et en fait, ça l'arrange pas du tout d'avoir son injection, parce qu'en un coup, il est suivi moins fréquemment. Alors qu'avant, il était très très rassuré d'avoir ce cadre, d'être vu beaucoup plus souvent et d'être pris en charge par une équipe qui devient vraiment une équipe d'alliés avec lesquels ils peuvent venir faire un peu leur petit rendez-vous de mise au point en général, parce que souvent le traitement est stabilisé et donc fonctionne bien. Donc à la fois cette question de cette grande consommation médicale, et pas seulement la consommation médicale du côté de leur traitement ou de leur suivi VIH ou IST, mais aussi une consommation médicale ou paramédicale en général. Donc j'avais beaucoup de sujets qui avaient des tendances à être plutôt très très attentifs à leur corps, à leur santé, à de manière générale plutôt essayer d'avoir vraiment des pratiques d'une bonne santé, de prendre soin d'eux, de bien manger, de faire attention, de faire beaucoup de sport, etc. Enfin, ils rentraient vraiment dans toutes les cases de la santé telle que l'OMS se la représente. Et dans le même temps, un rejet assez franc et assez massif de toute forme de discours médical qui pourrait être un discours médical du côté de la diminution de la consommation, voire l'arrêt, ou la réduction de risque, c'est plus ou moins OK, mais c'est quand même limité comme discours, et donc avec une forme aussi d'autoprescription de soi dans lesquelles ces sujets se trouvent, et avec parfois des stratégies super inventives, entre autres, par exemple, à la fois je vais voir mon médecin tous les mois, à la fois par contre quand je suis dans ma soirée chem, on va pas m'ennuyer avec ça, j'y vais précisément pour qu'on ne m'interroge pas là-dessus, mais je participe même mes soirées chem, j'adore les faire quand je vais il y a une soirée qui se passe à Charleroi en Belgique, apparemment de façon très fréquente, et qui est organisée par un médecin qui, du coup, systématiquement leur apprend en fait les gestes de comment mieux s'injecter, de comment mieux réguler la consommation. Donc il y a en même temps une réappropriation à un autre endroit de comment, quand même, dans cet excès de soi, se contrôler.
Et ça rejoint effectivement le deuxième axe qui suit le premier, qui est pour certains d'entre eux une revendication, vraiment, c'est pas juste une énonciation, c'était une revendication d'une forme de marginalisation gay, d'un droit à la débauche, d'un droit à l'excès, et de toute façon, nous, on est des mauvais garçons, et donc on va pas à un moment donné rentrer dans les clous, et dans le même temps, un contrôle de soi très élevé, avec des profils, même si c'était pas mon axe d'entrée d'analyse, mais la psy que je suis ne pouvait pas s'empêcher de parfois écouter aussi quel type de sujet j'avais face à moi, pas juste qu'est-ce qu'ils font, dans quel cadre ça se met. Et en fait, j'avais beaucoup de sujets qui étaient plutôt, très grossièrement dit, des grands obsessionnels dans leur vie. C'est des personnes qui contrôlent énormément, qui ont des boulots à très haute responsabilité dans lesquels ils s'autorisent très peu de marge. Et donc, vis-à-vis pour qui la question d'avoir cette pratique de chemsex, à la fois, il y avait le côté qu'on peut s'imaginer de voilà bien un lieu où là, par contre, je vais sauter tous mes leviers, mais en fait, pas tant que ça, puisqu'il s'agit quand même que ça corresponde à leur fonctionnement, qui est un fonctionnement de besoin de contrôle important, donc en ce compris un contrôle dans l'excès et dans le transgressif. Alors juste peut-être deux petits verbatims. Donc pour illustrer l'image du mauvais garçon, entre guillemets, donc un des participants me dit, moi je vais découvrir qu'il existe d'autres produits parce que voilà, l'un et l'autre, tout le monde parle de tout se fait. Ah oui, mais attends, j'ai acheté ça sur Internet. Donc là, on est dans le game des 4 mecs, Cristal, 3MMC, 4P devenu 5P. Nous, la communauté, ça marche comme ça, on a toujours tout testé. Et puis, entre guillemets, le patient idéal, et ça, j'emprunte ça à Ken Rees, à un autre niveau qui nous dit, en tout cas, c'est ce qui m'a vraiment amené dans le processus de la prise de PrEP, avec tout ce qui va avec. C'est pas juste la question de la prise de ce médicament, c'est que tous les 3 mois, je suis suivie, que je suis en contact des équipes qui sont vraiment super chouettes, avec qui la parole est ouverte et avec un super bon accueil. Tout ça, donc je pense que c'est aussi important de pouvoir se dire qu'il y a une régularité dans le suivi. Et puis un autre qui me disait, je juge rarement les gens, mais malheureusement, j'ai une très mauvaise image des drogués. C'est une catégorie il ne fallait pas m'en parler, je ne pouvais pas approcher ça. Je pense que ça me permet toujours d'avoir une certaine réticence, une certaine limite par rapport à ça. Et donc ça, par exemple, c'est un gars qui a ouvert un hôtel particulier en Belgique, et qui est un hôtel qui est plutôt un hôtel très chic, mais dans lequel il est très clairement identifié que c'est plutôt à l'adresse d'hommes qui souhaitent avoir ce genre de soirée. Et dans le même temps, le quartier dans lequel il habite est un quartier qui est un peu à double vitesse au niveau social, donc à la fois avec ce genre d'immeubles particuliers et à la fois avec une grande précarité pour certains résidents. Et donc il y a beaucoup de personnes qui consomment, pas beaucoup. Il y a des personnes qui consomment aussi dans la rue, qui ne sont pas du tout des chemsexeurs. Et il m'expliquait, assez fier en fait, qu'il avait contacté la police pour un peu nettoyer tout ça, parce que ça faisait pas propre pour son hôtel particulier. Donc on voyait bien qu'il y avait à la fois un discours il venait se présenter à moi avec cette pratique même du coup qui devient lucrative, et dans le même temps quelque chose qui était de l'ordre de nous et les autres. Hein. Moi je suis pas je consomme mais je suis pas un drogué, je consomme mais je suis aisé, et donc je rentre pas du tout dans cette catégorie qu'il uniformisait dans son discours. Alors bon, ça peut-être pour le coup en contrepoint de ce qui a un peu été évoqué ce matin, et pas en contrepoint au sens excluant, mais peut-être pour amener une autre lecture, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'entend beaucoup, qui s'entend de plus en plus, cette violence qui peut exister et qui existe à l'intérieur même des dites communautés minorisées, et l'absence de support. Alors, il y a un biais lié à qui j'ai recruté, qui j'ai entendu, mais néanmoins, c'était suffisamment présent que pour le souligner. Dans le groupe que j'ai interviewé, il y avait énormément en fait de solidarité communautaire et de support entre les participants de ces soirées ou de ces sessions, à savoir à la fois une forme d'auto-support, et donc comme il y a ce côté un peu je n'ai pas une trajectoire de consommation ou de toxicomanie, quand ils se mettent à consommer, il s'agit qu'ils apprennent en fait vite comment consommer, de quelle façon, à réguler. Et dans le même temps,
une forme d'attention et de gestes profanes et de soucis collectifs qui se met en place, en tout cas à l'intérieur de certaines soirées, pas de toutes. Et donc je reprends ici l'illustration d'un participant qui disait « Moi j'appelle ça le coin du chimiste, je suis un bon élève, donc tous les gens savent, et c'est important ce que je vais vous dire là. Tous les gens peuvent noter ce qu'ils prennent, donc moi j'ai une grille Excel sur un papier, noter le coin du chimiste. Ils mettent leur prénom, ils mettent le type de drogue qu'ils prennent, la quantité et l'heure à laquelle ou l'heure de la prise. » Et donc j'avais lui, j'en avais un autre qui me montrait qu'il avait toujours dans son sac une petite pochette dans laquelle il avait des post-it, un bic, du tape de couleurs différentes pour pouvoir, quand il arrivait en soirée, noter directement sur les assiettes, si c'était des assiettes avec des pilules, ce qu'il y avait dans chaque assiette, ou un autre qui me disait que personne n'arrivait chez lui sans... qu'on ne pouvait consommer, là c'est plutôt du jet, mais au moment où il avait colorié son horloge de façon à ce qu'on ne puisse consommer à aucun moment pendant qu'on était entre 2 heures, mais uniquement à la même heure. Et si quelqu'un respectait pas ça, il était immédiatement viré, ou d'autres qui font en sorte que toutes les portes soient toujours ouvertes, donc on peut pas s'enfermer dans les toilettes ou ailleurs aussi pour éviter, à la fois qui m'est apparu à plusieurs reprises, c'est que on voit en tout cas qu'à l'intérieur de ces pratiques de chemsex, il y a alors à la fois une reproduction des stéréotypes liés aux masculinités, aux classes, à la race, mais en même temps, la consommation peut être pour certains un levier pour justement traverser ces catégorisations et ces exclusions dont ils font l'objet. Donc que ce soit pour les hommes plus âgés qui me disait qu'il savait très bien que le fait d'être soi-même en possession de chem leur permettait d'avoir plus facilement accès à des jeunes qui ne seraient probablement pas venus autrement, et qu'il y avait une sorte d'accord un peu tacite tant que ça restait dans un cadre supporté. D'autres, et ça je l'illustrerai rapidement, pour qui la question du corps, d'un corps qui n'est pas tout à fait conforme aux prescrits dans les milieux gays, et qui pouvaient être du coup supportés par le fait qu'ils consommaient ou qu'ils avaient certaines pratiques qui faisaient qu'ils redevenaient éligibles ou plus facilement éligibles. Et pareillement sur la question de la race ou de l'origine, il y avait aussi cette question qui se retrouvait chez des hommes que j'ai pu interviewer qui racontaient que ça leur permettait de sortir aussi des attentes ou des stéréotypes qu'on avait à leur égard sur quel type de pratiques ils sont supposés avoir, si par exemple ils sont asiatiques ou si ils sont d'origine africaine, avec les grands stéréotypes qui sont associés à ce que fait une personne d'origine asiatique ou ce que fait une personne d'origine africaine. Et donc ici, voilà, le premier qui dit « J'ai toujours un problème ». Avant, j'avais 16 ans, et donc avant que je me mette avec le mec, je faisais le même poids que maintenant, donc j'avais perdu 18 kilos. Puis je suis restée super mince pendant 3 ans, et là, après l'Australie, j'ai mangé beaucoup et j'ai repris 18 kilos. Quand je sortais, moi j'adore plaire, j'ai besoin d'attention, j'aime bien savoir que je plais. Et peut-être que comme j'avais grossi, je plaisais moins, donc la drogue, ça me relaxait. Un autre qui nous dit « La culture du corps, oui, effectivement, je n'avais pas le corps, donc je me faisais refuser par des gens que j'aimais bien. Et ça m'a rendue assez triste. Alors j'ai commencé le sport pour avoir le corps à la hauteur des mecs que j'aimerais avoir, et je les ai eus. Mais les insécurités, oui, comme j'étais une crevette, et là on me félicite pour mon corps, qui n'était pas parfait, mais voilà. Mais par contre, pour les insécurités, elles étaient tellement, comment dire, enracinées en moi, que je continuais de les avoir, et donc les drogues me laissent aller. Je n'ai plus d'inhibition, je n'ai plus de doute, et je me rapproche des gens, je leur parle, on passe à autre chose si on veut, voilà. Alors, je vire tout ça. Peut-être troisième message, et pour aller doucement vers la conclusion, il y a... j'avais une hypothèse en démarrant ma recherche, qui était vraiment une hypothèse d'abord de quelqu'un qui n'y connaît rien à cette thématique et aux spécificités de ce ou de ces publics, et qui avait fait sa thèse dans le champ des addictions, du trauma et de la jouissance. Donc j'étais très biaisée par mon cadre d'analyse. Et il y avait une sorte d'intuition comme ça, peut-être naïve, peut-être pas, mais en tout cas mon étude n'a pas permis de le révéler, qui était la question de qu'est-ce qui fait qu'au moment où le VIH est quand même
régulé de façon diamétralement différente à ce qui était le cas 10 ans ou 20 ans plus tôt, et qu'on peut aujourd'hui penser le VIH sans le penser uniquement sur son versant de la vie et de la mort. Qu'est-ce qui fait qu'une pratique pareille, qui vient rejouer, et pas seulement dans les discours, comme je l'ai dit au tout début, mais quand même vient rejouer à l'intérieur de la scène sexuelle la question de la vie et de la mort, qu'est-ce qui fait que ça se passe là maintenant? Et une de mes hypothèses était qu'il y avait une sorte de reviviscence traumatique qui pouvait se rejouer dans ce qui a eu lieu pendant le VIH-Sida et ce qui pouvait se réappliquer à l'intérieur de ces pratiques de chemsex. Alors, j'ai rien trouvé de ça. Quand je dis ça, c'est au sens où aucun des interviewés que j'ai eus n'a fait le lien entre le VIH et ces pratiques de chemsex. Ils ont fait le lien parfois sur oui, maintenant le VIH, la question se pose pas dans mes pratiques de chemsex parce que soit ils sont séropos, soit ils sont sous PrEP et donc dans leur tête, c'est pas une question. Donc ils voyaient pas le grand lien que je faisais hyper intelligent entre la question de la mort, la vie, le sexe. Ça leur parlait pas exactement comme à moi. Donc j'ai pas du tout eu ce genre d'écho, même quand j'y allais frontalement. Et c'est très bien. Ça m'a forcé à repenser les choses autrement. En revanche, il y avait effectivement quand même quelque chose qui restait en filigrane systématiquement, qui était la question de la solitude et la question d'une forme de solitude, pas uniquement au sens la solitude c'est toujours seul, mais aussi une solitude communautaire, c'est-à-dire nous les gays, en fait, on a toujours été seuls, et ça, cette question de la solitude se rejoue aussi à l'intérieur des pratiques de chemsex et des scènes de sexualité, puisque je pense que je vais juste vérifier. Voilà, je vais aller sur celui-là, je reviendrai peut-être juste après sur l'autre, sur le fait que finalement, c'est du chemsex, ils vont pour du chemsex, ça se termine surtout en chem, et la sexualité est finalement peu satisfaisante, ou en tout cas certainement pas systématiquement satisfaisante. Et puis surtout, ils sont très seuls dans ces soirées, même s'ils sont 20. Donc là, je vais vous lire quelques verbatim. Alors l'un d'entre eux me dit « C'est un calvaire d'ailleurs, parce qu'on est affamé de sexe, mais on n'y arrive pas. Généralement, ces soirées-là, ça se termine et ça ne ressemble plus à rien. Tout le monde s'astique le manche, seul, sans parvenir à bander, et tout le monde est sur son téléphone, seul, pour essayer de trouver des gens frais. Mais ils vont rejoindre la masse des insatisfaits. » Un autre me dit « Pourquoi on le fait ? Parce qu'on ne peut pas. Il y a aussi, je crois, un élément de la solitude qui joue. Les gens, déjà, ça vaut pour la société. » Oh, c'est bien écrit en français. Bon, les gens sont seuls. Plus on est connecté et plus on est déconnecté de tout le monde. Mon thérapeute le dit aussi. Ces appareils, ça nous rend dingue. On a bien survécu avant. J'avais 30 ans quand Proximus a commencé en Belgique. Donc il y a ça, une énorme solitude. Et puis un troisième. Quand on était gay, déjà, ça prenait très longtemps avant de pouvoir se l'avouer à soi-même. Et puis, on ne devait pas facilement trouver des gens comme nous, sans Internet, sans avoir la télévision, et d'autres images que la cage aux folles. Quand j'ai vu la cage aux folles, je me suis pas identifiée en disant « Ah, c'est moi ». Alors j'ai mis du temps. Pour moi, les PD, c'était avec des grands boas, des plumes et le poignet cassé. Et donc, le fait d'être un peu dans l'isolement avant, ça obligeait à chercher des gens comme nous. Mais dans les livres, dans les écrits, chez les poètes, chez les artistes. Donc, je pense que ça a obligé, et un petit peu plus, effectivement, à jeter un regard différent sur la société à l'époque. Ça nous a appris à vivre seuls, et peut-être ça nous a amené à revivre ça dans les chems aujourd'hui. Et donc, il y avait effectivement, c'est pour ça que j'ai mis l'histoire petit h, ça c'était le slide qui précède, et l'histoire au sens d'une histoire plus communautaire, cette question qui venait se croiser très fréquemment entre, et là je vous lirai juste peut-être le premier. Je suis vraiment là-dedans, dans cette lutte du petit Nathan de 9 ans. Mon père est parti, ma mère a décidé que j'étais l'homme de la maison, et pendant ce temps, j'étais bullied pour mon homosexualité à l'école. Donc j'étais pris dans un étau. Pas de frère, pas de sœur, un divorce super trash. J'ai assisté à des conversations qui sont pas destinées à un gosse de 9 ans. Je me suis rendu compte que j'utilisais les chems pour un peu masquer des traumatismes que j'avais vécus. Que peut-être grâce aux chems, je recrée ce monde, pas de l'enfance, mais idéal, où tout est possible, où tout le monde est beau, le monde il est gentil, et que je renoue en fait que cette période-là, que j'ai pas connue en tant qu'enfant, je la retrouve à ce moment-là. C'est un peu un monde idéal. Comment dire, il n'y a pas d'interdit, pas de méchant, voilà. Et donc, c'est en ça que je vous propose cette question de
des histoires à la fois individuelles, intimes, et de l'histoire au sens plus large de cette notion de solitude et de la façon dont ça peut se rejouer très fort chez ces hommes, et qui en tout cas venaient peut-être pas répondre à ma question de est-ce que c'est le VIH ou est-ce que c'est l'épidémie du sida qu'il rejoue, mais par contre peut-être quand même quelque chose de l'ordre de cet isolement et de cette solitude fondamentale à laquelle ils sont confrontés. Et on va clôturer pour que vous surviviez, mais donc peut-être juste, et là voilà, comme parce que ça c'est pas vraiment discuté aujourd'hui, mais un peu en filigrane, sur la question. On a eu un très chouette mémoire là-dessus, ma collègue et moi. On espère qu'il va être publié, mais donc où une étudiante, et ça se retrouve aussi dans l'enquête, mais à interviewer des hommes sur cette question du consentement au sein des pratiques sexuelles gays, mais aussi en particulier dans le chemsex, et où là je voulais juste souligner qu'effectivement, ce qui est très compliqué, non seulement avec cette émergence des applications géolocalisées, avec cette façon de se représenter une certaine forme de sexualité qui devrait être une forme de sexualité performante, fréquente, etc. Et l'usage de la consommation qui vient très clairement biaiser le rapport aux frontières de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas, de ce à quoi on consent, puisque c'est en partie le pourquoi de la consommation. C'est de pouvoir aussi dépasser les lignes de son propre consentement. C'est qu'il y a aussi quelque chose qui se retrouvait très fort dans les résultats de cette étudiante, enfin de cette jeune chercheuse, qui était qu'il y avait une sorte de consentement implicitement considéré via les applications, à savoir que dès lors qu'on a accepté par exemple un plan Chem, donc a priori tout est accepté, quelle que soit la forme que ça va prendre, la durée que ça va avoir, le nombre de personnes, etc., etc. Et que donc il y avait en plus de la question déjà éminemment complexe du consentement en tant que tel, et de c'est quoi ce consentement, jusqu'où on peut l'exprimer de façon claire, et puis jusqu'où c'est clair pour soi, à quoi on consent, jusqu'où et comment, se rejoue en plus ici la question des applications comme interface virtuelle qui semble légitimer de facto le reste des pratiques. Alors, on fait ça ou quoi? Oui, hein, comme ça va être... je vous mets juste ça, comme ça vous voyez de loin tous les messages que j'aurais envie de vous transmettre. Bon, ça c'est juste pour moi parce que j'aime bien chanter, mais donc j'espère que vous l'avez en tête du coup en le lisant. C'est que quand même, au bout de 2017, j'ai commencé, donc en 2022, j'ai plus qu'une envie, c'est d'entendre les femmes et le sexe. Hein. J'ai eu un petit peu ma dose... les hommes et le sexe, et même si c'était super, d'abord c'était un voyage avec eux, et puis ils m'ont enseigné énormément. Mais donc quand même, cette question que j'ai envie de souligner ici, à un colloque totalement féminin sur la question de la façon dont on peut penser, parler des sexualités chez les femmes, et en ce compris des pratiques sexuelles en contexte de consommation, quelle forme ça prend. Et en Belgique, la seule fois où on en a discuté avec des collègues, c'était uniquement les représentants des associations de travailleuses du sexe qui discutaient de la conso chez les femmes, mais de façon intentionnelle, mais uniquement pour supporter la pratique. Donc on n'est pas exactement dans les mêmes styles de registre. Alors effectivement, essayer de continuer à réfléchir à la manière dont ces pratiques viennent reconfigurer ou non le rapport à la vie, à la mort, à soi et à l'autre chez ces sujets. Je ne dois pas le répéter, la question d'une lecture qui dépasserait une lecture purement hygiéniste, dont on a vu les formes que ça peut prendre en tout début de présentation. La place, et ça, il y a des super travaux qui sont faits, entre autres par Gabrielle Girard, qui est ici, que je vois pas, je vois plus personne, de toute façon, là, je suis éblouie par vous. Bon, qui a fait des super travaux aussi là-dessus, et sur la façon dont ça propose d'autres temporalités et spatialités. Ce que je vous disais en tout début, la question de l'intentionnalité, comme peut-être point d'entrée déterminant dans la tentative de préciser ce qu'est cette pratique, et aussi du coup la prise en charge de cette pratique, et enfin la question du stigma qui se retrouve effectivement
à la croisée multiple de l'orientation sexuelle, des consommations des drogues et des sexualités. Voilà, merci à toutes et tous et j'espère que vous avez survécu. Merci beaucoup Sandrine pour cette présentation très intéressante. Donc on est un petit peu à court de temps, donc on va passer aux questions, mais on va devoir faire 1 ou 2 questions grand maximum, je suis désolée. Donc allez-y, s'il y a une question. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation du coup qui était très très riche et intéressante. Moi j'ai juste une toute petite question. Vous avez parlé au début que les personnes ne venaient pas par le biais des associations. Du coup, et moi je m'interroge du coup sur pourquoi les personnes ne sont pas venues par le biais des associations, mais plutôt par les centres de dépistage. J'ai pas une réponse claire et elle dépend aussi un peu du paysage institutionnel dans lequel on était au moment où l'enquête a été menée et d'un certain séparatisme entre les associations bruxelloises et les associations wallonnes et le fait qu'elles étaient, les associations auxquelles je pense, en même temps en train de lancer elles-mêmes, il y avait des focus groups, enfin c'est pas des focus groups, il y avait des groupes de travail qui se mettaient en place sur que faire du chemsex. Et très vite, ces associations se sont concentrées sur la réduction de risque, la possibilité d'avoir des messages très directs pour les soirées, etc. Et donc, s'intéressait pas du tout au fait du temps plus long de la recherche, qui était celui de devoir faire du recrutement, devoir diffuser, devoir en discuter, que j'emprunte un espace de travail pendant un petit temps. Et donc voilà, c'était quelque chose dont ils s'emparaient pas parce que je pense qu'ils voyaient moins, mais je parle vraiment juste de ces 2 assos-là dans un contexte particulier. Il y avait presque un côté, c'est bon, on sait le problème, donc là maintenant ce qu'on doit faire, c'est des kits de roule-tapaille, des messages flash pour les usagers et une camionnette de dépistage devant les soirées, et puis le reste, c'est pas hyper important. Ce qui était pas, voilà, c'était pas vrai, mais en tout cas c'était pas leur objectif principal. Du coup, il y avait une autre question, Michel. Moi, j'ai une remarque et une question. Très simple. La remarque, c'est que le sujet est en ce moment à la mode. On a même eu en France un rapport de grands experts qui est une catastrophe. Pour expliquer ça, vous avez dit que vous y connaissiez rien avant de faire ça. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu un truc aussi intelligent sur le chemsex, aussi pertinent, aussi bien documenté, aussi réfléchi. Donc vraiment, c'est ce qui m'amène à ma question. Vous le diffusez ? Je diffuse beaucoup en général. Oui. Non, c'est donc mon drame. J'ai mis un temps fou à écrire l'article d'abord et à le soumettre. Et ça fait 9 mois maintenant, une grossesse, que j'attends d'avoir les retours des reviewers, puisque l'idée était d'abord pouvoir essayer de, si possible, publier dans un format scientifique. Mais néanmoins, je suis preneuse, vraiment, puisque je pourrais le formater autrement et en français que ceux que j'ai proposés en anglais dans la revue. Parce que j'aimerais bien qu'à un moment donné, ça soit diffusé, et que je suis souvent même triste en Belgique, où je me rends compte qu'en fait, personne ne sait que j'ai fait cette enquête, alors que finalement, l'observatoire... Bah oui, pour ça que je suis là. Non, mais c'est un peu dommage. L'Observatoire avait mené une super première enquête exploratoire et était vraiment identifié et reconnu pour ça en Belgique, qui était une enquête quantitative. Puis moi, je suis arrivée et cette enquête a pris du temps. Et avec les moyens qu'on a et la façon dont ça se diffuse, on n'a pas voulu le diffuser juste sur un petit format papier qui aurait eu un impact vraiment minimal. On voulait que ça soit diffusé plus largement. Sauf qu'alors après, on se retrouve avec des revues qui répondent pas ou qui refusent des méthodes qualitatives ou qui trouvent que c'est voilà. Et donc c'est si quelqu'un a envie et a un lieu de diffusion qui permette que ça soit à la fois plus ou moins largement diffusé et à la fois qui respecte un format plus ou moins scientifique, ce serait avec plaisir. Mais donc sinon c'est en tentative de diffusion. Voilà. Ouais. Merci pour cet état des lieux. Une question qui ressort après tout ce que j'ai vu et entendu. On n'a pas beaucoup parlé des slammers. Non, c'est vrai. À l'intérieur, effectivement, on va les mettre dans les chemsexeurs, parce que chemsexeurs et slammers,
ce sont des communautés un petit peu parfois différentes. Des chemseurs ou des chemseurs vont dire « moi je ne suis pas un slammer, je ne suis pas un drogué ». Est-ce que vous avez entendu ça? En tout cas, j'avais chez les usagers qui pratiquaient le slam, c'est généralement quelque chose qu'ils avaient du mal à me dire, donc ils finissaient par me le dire presque par détour d'une conversation ou en se justifiant par exemple avec ce médecin qui leur montrait comment faire, etc. Donc ils étaient, je n'en ai donc pas eu énormément, et les quelques-uns que j'ai eus avaient en même temps, mais ne faisaient pas le lien eux-mêmes, avaient en même temps eu beaucoup de problèmes de santé. Quand je dis de problèmes de santé, c'était, je pense à l'un d'entre eux qui avait déjà eu 3 perforations, donc des choses qui étaient quand même vraiment graves, pas du côté de ma subjectivité, mais qui étaient vraiment problématiques pour ces sujets, et dont justement que eux ne problématisaient pas du tout. Donc avec une sorte de déni grossièrement dit, vraiment très grossièrement dit, sur le fait que cette pratique avait quand même pour eux des effets importants. Mais chez les usagers qui pratiquaient le slam et qui ne me disaient pas qu'il y avait des soucis, ou qui n'en avaient pas en tant que tel, ça rentrait dans quelque chose de plus global, sauf un qui effectivement, lui pour le coup, parlait vraiment c'était un des seuls qui faisait le lien avec le VIH, c'était sa fascination pour le sang avec le slam, et le fait de pouvoir imaginer ce partage de fluide, de sang, cette question du rapport à la porosité qui était tout à fait autre. Mais donc j'ai pas vraiment eu un groupe identifié qui émergeait de slammeurs. Non, mais après il y avait, dans le décours du temps, j'ai appris aussi à savoir comment les rencontrer. Dans un premier temps, je crois que je dois bien reconnaître qu'il y avait un côté, j'étais absolument fascinée. J'avais envie de tout savoir, j'avais juste envie d'y aller. Donc il y avait un côté aussi où je pense que dans ma façon d'être, dans ma posture de chercheuse pas très neutre, il y avait un truc où j'étais un peu trop demandeuse même de détails, etc. Et ce qui probablement, à la fois, il y en avait pour certains, c'était le grand étalage, donc après je devais un peu refermer pour quand même pas tout voir. Mais pour d'autres, je pense que ça pouvait certains quand même me regardaient un peu genre, mais qu'est-ce que vous, là, vous avez à y faire ou à discuter du chemsex, quoi. Vous, femmes qui n'avez pas l'air du tout de notre communauté, qu'est-ce que vous venez faire là-dessus? Donc voilà, je pense que ça a participé aussi à ce qui se disait ou pas. Oui. Alors je leur ai demandé s'il y avait des femmes et en espérant, mais donc jamais. Jamais. Oui, ça existe. Il y a une enquête en Angleterre ethnographique qui avait été faite, mais... Merci beaucoup Sandrine, c'était très intéressant.